bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs les membres de l'OCDE, bonjour madame et messieurs les directeurs centraux, chers collègues. Le travail que je présente aujourd'hui, je le présente au nom de l'équipe centrale qui a géré le projet relatif à l'élaboration d'un dispositif pédagogique au service des apprenants des classes à niveau multiple. Il s'intitule l'innovation pédagogique pour une gestion optimale des classes à niveau multiple. Le plan de l'exposé est le suivant. Je parlerai du contexte, ensuite de l'état des lieux, puis du cadrage conceptuel, théorique et méthodologique. Je parlerai ensuite de la mise en œuvre sur le terrain ou expérimentation, des résultats concrets, de l'impact des résultats sur les pratiques ciblées, et je donnerai quelques points en guise de conclusion, et puis je terminerai avec des recommandations. Alors, pour le contexte dans lequel ce travail a été fait, il est marqué par la coopération entre le Maroc et le système des Nations Unies, à travers le partenariat avec l'UNICEF. Il coïncide avec l'achèvement de la première version du cadre de référence pour le développement de l'innovation pédagogique dont a parlé M. Mazouni hier. Il coïncide aussi avec l'adoption du nouveau dispositif de formation d'enseignants dans les CRMF à partir de 2012, dont un module réservé aux classes à niveau multiple. Il coïncide aussi avec la réflexion relative à la proposition d'un curriculum et pourquoi pas des manuels adaptés au CNM en vue d'assurer l'équité en renforçant la scolarité en milieu rural. Quand je dis CNM, c'est-à-dire classe à niveau multiple. Il coïncide également avec la révision des programmes des 4 premières années du primaire et notamment avec ce qu'on appelle le curriculum révisé. Et finalement, il coïncide avec la ratification de la vision stratégique 2015-2030, notamment le lancement des travaux relatifs aux projets intégrés à caractère pédagogique. Pour l'état des lieux, je parlerai de cet état au niveau international avec moins de détails. Je détaillerai le niveau national. Alors pour le niveau international, on doit dire que les classes à niveau multiple constituent un choix. C'est-à-dire que quand on a recours à ces classes, c'est un choix pédagogique et non une nécessité. Je donne un seul exemple, il y en a plusieurs. En Australie, par exemple, dans 85% des écoles, il y a au moins des classes à niveau multiple. La recherche action notamment relative au CNM demeure une sorte de parent pauvre par rapport à d'autres aspects de la pratique enseignante. Il en est de même pour la production d'outils didactiques. C'est un terrain presque vide. Au niveau national, on va se pencher sur le plan statistique, le plan géographique, démographique, organisationnel et pédagogique. Je vais être rapide sur le plan statistique. En 2011, il y avait 22,1% de classes à niveau multiple par rapport à l'ensemble des classes au Maroc. Aujourd'hui, la situation est toujours alarmante. La réalité est variée et complexe sur les plans géographiques, démographiques, organisationnels et pédagogiques. Sur le plan géographique, les CNM existent en grand nombre dans des zones enclavées, difficiles d'accès aussi bien pour les enseignants, les inspecteurs que les inspecteurs et même les élèves qui habitent pas vraiment à côté. Pour les jeunes filles scolarisées, c'est encore pire. Comme résultat de cet état, nous avons des élèves candidats au décrochage scolaire et donc à l'analphabétisme et à l'exploitation dans des activités paysannes peu prometteuses. Sur le plan démographique, on assiste à un dépeuplement des villages. Ça, c'est normal avec l'exode rural, avec le changement de mode de vie. Comme résultat de cela, nous avons un éparpillement des habitants dans les communes rurales, nous avons la réduction du nombre d'élèves ou d'enfants scolarisables, nous avons un recours à quelques classes de plusieurs niveaux scolaires, nous assistons à la fermeture des autres salles qui restent exposées à d'éventuelles détériorations ou à un usage autre que l'enseignement. Sur le plan organisationnel, le nombre d'élèves par niveau n'est pas maîtrisable. On ne peut pas dire on aura des classes de 30 ou des classes de 25 ou des classes de 40, etc. à cause des spécificités géographiques et démographiques qui impactent négativement la répartition des élèves. Cette réalité est typique des pays qui optent pour les classes à niveau multiple sans chercher un équilibre entre l'effectif élèves, enseignants et salles. Résultat de cela, nous avons la présence sur le terrain de 4 à 6 niveaux par salle parfois, avec des élèves de 2 à 8 par niveau. Imaginons une salle de 30 élèves avec 6 niveaux chaque fois. Pour chaque niveau, nous avons de 2 à 7 ou 8 élèves.
La situation en 2015, nous avons 26 629 classes à niveau multiple sur un total de 118 556 classes au niveau national, soit 22%. Sur le plan pédagogique, j'avais écrit inexistence, mais je dirais quasi-inexistence de matériel didactique permettant d'optimiser le temps de présence de l'enseignant en classe et donc l'encadrement des élèves. Quelques initiatives parcellaires, mais non saisies. Aucun dispositif adéquat pendant les décennies postérieures à l'improvisation des CNM comme solution à la généralisation de la scolarisation. Absence de formation initiale. Un module de 30 heures n'est pas suffisant pour former des enseignants débutants à la gestion des classes à niveau multiple. Donc absence de formation initiale ou même continue préparant à une gestion efficace des classes à niveau multiple. Comme résultat, nous avons des enseignants livrés à eux-mêmes. Nous assistons à une baisse de niveau, au décrochage, à une déperdition, à une recrudescence de l'analphabétisme et je ne dirais pas plus. Pour le cadrage conceptuel, théorique et méthodologique. D'abord, pour travailler dans le cadre de ce projet, nous sommes partis du besoin. Il y a un besoin pressant en matière de matériel didactique. Ce besoin, pour remédier à cette situation, il faut avoir recours à l'innovation. Nous n'avons pas le choix. Donc c'est ça le choix. Innover pour gérer les classes à niveau multiple, c'est ça le choix et il n'y a pas d'autre choix. Le recours à l'innovation pédagogique nécessite la mobilisation de ressources humaines. L'objectif étant l'équité en apprentissage. Pour réaliser cet objectif, il faut mener un projet dont les concepts sont délimités, dont les soubassements théoriques et pratiques sont délimités aussi, et dont la méthodologie de travail est délimitée. Ce faisant, nous arrivons à un plan d'action pour mener l'action sur le terrain. Le concept de classe à niveau multiple, il faut dire que la classe à niveau multiple donne lieu à des appellations pour lesquelles il y a rarement consensus. On entend parler de classe combinée, on entend parler de classe à niveau multiple où il y a un niveau qui travaille sur les maths, un autre qui travaille sur le français, etc. etc. Donc il y a une divergence en ce qui concerne l'appellation et en ce qui concerne même les pratiques au niveau des classes à niveau multiple. La classe à niveau multiple pour laquelle nous avons travaillé est une classe de 2 niveaux uniquement. Et nous sommes très heureux d'avoir eu l'appui institutionnel pour le travail sur 2 niveaux uniquement. Donc, un niveau de première et deuxième année, un niveau troisième et quatrième année, et un niveau cinquième et sixième année. La classe pour laquelle nous travaillons est perçue ici comme une classe qui optimise la coexistence de 2 niveaux. Ce ne sont pas 2 programmes à mener chacun de son côté. C'est une classe aussi où les élèves s'adonnent à la même discipline ou à la même composante de la discipline. On travaille tous sur le français, on travaille tous sur la lecture ou sur le lexique, etc., etc. Mais chacun avec, bien sûr, des objectifs. Donc, c'est une classe aussi où ils travaillent sur des contenus appariés, se prêtant à une même situation de départ et se suffisant d'un même support, mais avec des niveaux d'objectifs différents, correspondant au programme de chaque niveau et des situations d'évaluation nécessairement différentes en partie ou dans leur totalité. Et là, pour arriver à ça c'était le plus dur pour les équipes d'encadrement, que ce soit l'équipe centrale ou l'équipe régionale, et pour l'équipe de conception. Il fallait vraiment jongler avec tous les éléments du programme pour apparier certains éléments, pour arriver à avoir un maximum de séances, disons, où on peut travailler sur la même composante de la discipline. Pour les soubassements théoriques, le présent projet s'inscrit, de par les modalités de travail et leurs objectifs, dans le socio-constructivisme. L'approche pédagogique qui organise le cheminement des apprentissages est l'approche par compétence. Cette approche par compétence est conçue ici comme une approche inclusive et non pas exclusive. Une approche inclusive qui exploite à bon escient toutes les pratiques pédagogiques existantes ou même passer de modes dont elle ne rejette ni n'infirme les vertus éprouvées. À titre d'exemple, nous avons utilisé la pédagogie du contrat, la résolution de problèmes, la pédagogie du projet, la pédagogie différenciée, la pédagogie par objectif, et toutes les pratiques qui œuvrent pour l'équité
l'autonomisation en apprentissage, l'optimisation du temps scolaire et l'intégration des ressources numériques. Pour la méthodologie de travail, c'est une méthodologie de gestion de projet, donc de management de projet, jumelée à une démarche expérimentale, jumelée toutes les deux à l'alignement sur la réforme. Pour le management de projet, il y a un pilotage, il y a un comité de pilotage autour duquel pivote une équipe centrale d'encadrement, une commission centrale, des équipes régionales d'encadrement et des équipes régionales de conception. Pour les modes de gestion, on a utilisé tous les modes de gestion, dont le mode participatif, entre autres. Et puis, on a aussi pensé à un plan de communication. Pour la démarche expérimentale, on s'est basé sur l'observation, l'identification des dysfonctionnements, la formulation d'hypothèses. Nous avons pensé à un plan et à des outils d'action. Nous avons fait l'expérimentation. Nous avons des résultats que nous allons présenter tout à l'heure. Et nous travaillons selon le principe du retour d'expérience. Pour l'alignement sur la réforme, il fallait prendre en compte les recommandations de la vision stratégique et il fallait aussi adapter le tout aux dispositions relatives au curriculum révisé. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit à propos du comité de pilotage, un comité de pilotage et les 4 équipes qui pivotent autour. Pour la mise en œuvre sur le terrain ou expérimentation. D'abord, pour expérimenter, il faut avoir des expérimentateurs. Et ces expérimentateurs, ils ne sont pas prêts, il faut les former. Cette formation exige 3 choses. La production d'outils pour l'expérimentation, la production d'un module de formation et la préparation organisationnelle et matérielle. Pour la production d'outils pour l'expérimentation et le suivi, donc ces outils sont, je ne vais pas détailler, je vais juste citer, une grille d'évaluation des dispositifs pédagogiques, une grille de rédaction du rapport d'expérimentation parce qu'il faut arriver à un rapport à analyser, une grille d'évaluation de l'expérimentation, une grille de suivi dans les établissements d'expérimentation. Pour la production du module, nous avons produit un module dont les objectifs sont comme suit. Appropriation du contexte, du dispositif pédagogique, appropriation aussi des dispositifs de recueil d'informations dont nous avons parlé, les grilles, etc., de la méthodologie d'élaboration du rapport individuel de l'expérimentation. Pour la préparation organisationnelle et matérielle, c'est une étape décisive dans la tenue et le succès de la session de formation. Sans cette organisation, l'expérimentation est un fiasco. Les instances centrales ont joué un rôle très important, aussi bien d'ailleurs que les instances régionales et provinciales. Donc les instances centrales veillent à l'acheminement des dispositifs pédagogiques et des autres supports aux instances régionales et provinciales qui veillent à ce que les bénéficiaires de la formation soient informés à temps et dotés de tous les documents qui leur sont destinés. Pour le déroulement de l'expérimentation, de la formation des expérimentateurs, il a fallu choisir un échantillon. On a opté pour 15 expérimentateurs par discipline, parmi les 5 disciplines sur lesquelles nous avons travaillé, arabe, amazigh, français, maths et éveil scientifique. 2 journées de formation. Les formations ont eu lieu dans les directions provinciales. Chaque session est animée par 2 membres de l'équipe régionale, aidés par un membre de l'équipe de conception du matériel didactique. La supervision est du ressort de l'équipe centrale. Les objectifs de l'expérimentation sont comme suit. Identifier le degré de pertinence de la méthodologie de conception des outils et les implications de cette méthodologie en matière de régulation. Identifier le degré de pertinence des choix opérés, discipline, lieu, composition des équipes, etc. Identifier l'efficacité des outils produits, le dispositif, et des opérations menées, formation, encadrement, etc. Dégager les régulations nécessaires qui permettraient d'appuyer la formation initiale et continue. Les objectifs du suivi sur le terrain sont proposer des régulations à caractère pédagogique, technique et ou méthodologique transférables au niveau des productions ultérieures. On profite toujours de l'expérimentation pour améliorer la production. Identifier les formes d'appui à la formation des enseignants, le but étant de permettre une meilleure exploitation des outils et de stimuler l'innovation en matière de pratiques pédagogiques équitables. Comme bilan de l'expérimentation. Le projet est considéré par tous les acteurs. Nous avons des témoignages, enregistrés, c'est-à-dire vidéo. Le projet est considéré par tous les acteurs impliqués dans l'expérimentation comme la réponse innovante à un besoin qui fait l'objet de plusieurs requêtes depuis des décennies. Les constats interpellent tous les acteurs à redoubler d'efforts pour assurer aux apprenants des CNM les chances d'une réussite méritée et d'une meilleure capitalisation des acquis.
Nous avons aussi, d'après les témoignages, valorisation des dispositifs de l'expérimentation, de l'innovation en matière de planification des apprentissages, en matière de progression, en matière de méthodologie, en matière de diversification des modes de gestion, en matière d'optimisation du temps de l'élève, en matière d'adaptation des modes de travail aux exigences de chacun des deux niveaux et de l'implication des directeurs et des enseignants. Les enseignants et les directeurs étaient très heureux de participer à l'élaboration et à l'expérimentation, à l'amélioration de ce travail. Ce n'est pas un travail qui leur est imposé comme ça. Donc, le réajustement du dispositif pédagogique. Les objectifs de ce réajustement sont comme suit. Améliorer le dispositif pédagogique à partir des données recueillies lors de l'expérimentation, donner par retour d'expérience un nouveau souffle à la production ultérieure et à la formation des concepteurs, des expérimentateurs et des enseignants chargés des classes à niveau multiple. La méthodologie adoptée pour le réajustement, on a commencé par la collecte des observations, des informations, des propositions. Ensuite, nous sommes passés à l'analyse et à la catégorisation de ces informations en propositions relatives aux documents destinés à l'élève, aux supports, aux modalités de gestion, aux situations d'apprentissage, aux dispositifs dans sa globalité. Et puis, il y a eu une discussion autour de fiches pédagogiques pour voir comment on pourrait mener le réajustement. Résultats concrets du projet. En termes de documents, je vais parler de ces résultats en termes de documents, en termes de qualification, etc., etc. Donc, en termes de documents, nous avons un ensemble d'unités didactiques, dont un guide pour l'enseignant et un guide pour l'élève. Nous avons un guide de formation contenant les différents modules pouvant servir aux formations et partage. Formation d'enseignants, partage avec les inspecteurs, avec les formateurs, formation de concepteurs, formation de formateurs, etc. Tout ça, c'est inclus dans un guide. Nous avons aussi un ensemble d'outils ou une valise pour l'accompagnement du processus de production de matériel didactique. En termes de qualification des ressources humaines, avec ce projet, nous assistons à la qualification de tous les acteurs qui participent à la réalisation du projet. Une qualification pédagogique et une qualification managériale. Une qualification pédagogique parce qu'elle concerne les enseignants qui participent en tant que concepteurs ou expérimentateurs, elle concerne les inspecteurs et formateurs qui encadrent la production du matériel didactique, ou la formation des enseignants, ou le suivi de l'expérimentation, ou bien les partages au niveau provincial, régional et national. Une qualification managériale, comme j'ai dit, elle concerne les responsables de la coordination centrale et de l'appui technique du projet. Nous avons, à l'issue de ce projet, vraiment des ressources humaines qualifiées pour mener à bien des projets de grande envergure. En termes de pratiques innovantes, nous avons des modalités, nous avons essayé d'innover dans les modalités de gestion de la classe, dans les modalités de gestion de l'espace, dans les modalités de gestion du temps, dans les modalités de gestion du travail des élèves. Nous avons opté pour le travail par situation d'apprentissage. L'élève se trouve chaque fois dans une situation. Nous avons aussi opté pour l'alternance des niveaux, mais une alternance équitable. Ce n'est pas, il y a un niveau qui travaille avec l'enseignant et un niveau qui fait autre chose, qui ne donne vraiment pas de sens aux apprentissages. Nous avons opté pour l'utilisation d'outils d'auto-apprentissage et pour l'intégration des ressources numériques. En guise de conclusion sur les pratiques innovantes, ces pratiques vont de pair avec les nouvelles avancées en matière de curricula. On travaille dans un cadre institutionnel. Ces innovations, elles donnent libre cours aux initiatives des enseignants invités eux-mêmes à redoubler d'efforts. C'est-à-dire nous donnons juste un exemple, mais c'est aux enseignants d'aller de l'avant. Elles donnent donc libre cours aux initiatives des enseignants initiés eux-mêmes à redoubler d'efforts pour innover et améliorer ainsi leurs pratiques en portant un regard critique et constructif en guise de pratiques réflexives sur leurs habitudes, leurs méthodes et leurs attitudes. Elles sont souples. Ces innovations sont souples et restent ouvertes à toute adaptation au contexte et à toute critique, bien sûr. Donc à toute adaptation au contexte, à l'organisation pédagogique, à la discipline ou à une composante de la discipline. En termes d'outils de partage et de communication, nous avons un module de partage, partage avec tous les acteurs. Nous avons aussi un ensemble d'outils de communication
Ces outils sont en version papier, en version audiovisuelle et en version électronique. En version papier, nous avons un dépliant, nous avons un bulletin, nous avons un panneau, nous avons un modèle de notes interne. En version audiovisuelle, nous avons 2 films, un film institutionnel et un film de témoignage. Et nous avons aussi une présentation PowerPoint pour l'animation des partages. Et nous avons aussi des activités comme caravane, plan de rencontre à objectif communicatif. Impact sur les résultats, impact des résultats sur les pratiques ciblées. Donc, j'ai essayé de résumer ça en 5 points. Épanouissement de l'élève. Les élèves, nous avons posé des questions aux élèves. Est-ce que ce dispositif leur plaît? Épanouissement des élèves, donc, amélioration des pratiques, appui au développement des compétences des acteurs éducatifs, impulsion de la dynamique de l'innovation pédagogique, impulsion de la dynamique de la recherche-action. Comme conclusion. Donc, il me reste juste 2 slides. Comme conclusion, le dispositif pédagogique spécifique au CNM est à la disposition de toutes les AREF actuellement, après la clôture qui a eu lieu le 22 décembre 2016, en présence de Monsieur le ministre, de Monsieur le secrétaire général, de Madame la représentante du bureau de l'UNICEF et de tous les directeurs centraux, des directeurs de CRMF, des collègues formateurs, inspecteurs. Et donc le partage en question a pour premier résultat la formation d'une équipe régionale dédiée dans chaque AREF, dédiée à la gestion du dispositif. Des dispositions sont prises dans plusieurs AREF en vue de la formation de tous les enseignants chargés des classes à niveau multiple. Donc plusieurs AREF sont en train de monter une stratégie pour ça. Marrakech va bientôt commencer en octobre, d'autres AREF vont commencer aussi. Certains AREF proposent de verser dans la production pour compléter ce dispositif par leurs propres équipes. Je pense notamment à Glmim Smara, le directeur de l'AREF, a carrément formé le projet de compléter le dispositif pour qu'il y ait une coloration locale. Il y a même un CRMF, c'est celui de l'Ayoun, qui propose de faire des CNM un sujet de recherche subventionné par le ministère. La formation des cadres, mais actuellement, et depuis l'année dernière, un module CNM sur la plateforme, un MOOC CNM avec des activités et tout. Dernier slide, donc, comme recommandation, ce dispositif gagnera à être constamment complété, actualisé ou remis au bout du jour. Les équipes qui optent pour la production ou la recherche en CNM sont encouragées par l'accompagnement d'experts nationaux, la structuration et la capitalisation de leurs résultats innovants, la diffusion de leurs travaux, la mise en place d'une stratégie de réseautage. Et je vous remercie. Excusez-moi si je parle.